Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. Alors, depuis quelques semaines, on avait l'impression qu'un consensus se cristallisait sur la question de l'immigration. Le Canada et le Québec reçoivent trop d'immigrants pour les infrastructures actuelles, d'où les crises du logement, notamment les salles de classe, les services hospitaliers. Mais c'est peut-être un peu trop simple comme façon de voir la question et on va en discuter avec deux avocats, dont un qui est membre de l'Assemblée nationale, qui est député de Saint-Henri-Sainte-Anne. C'est Guillaume Clich-Rivard et porte-parole. Bonjour. Bonjour. Porte-parole en matière d'immigration à Québec solidaire. Et Maxime Lapointe, qui est avocat, qui concentre sa pratique en droit de l'immigration. Bonjour. Bonjour. Vous voulez-vous faire de la politique, Monsieur Lapointe? Non, mais la commenter, ça fait quand même mon plaisir, là, commenter les politiques d'immigration, essayer d'améliorer la sélection et la rétention des immigrants au Québec, c'est ce qui me fait lever le matin, là. Alors, la première question que je vous poserai, je m'adresserai à vous, Monsieur Lapointe. Je l'ai dit d'entrée de jeu, il y avait comme un consensus, on reçoit trop d'immigrants pour les infrastructures. Est-ce que c'est votre impression? Bon, les immigrants temporaires au Québec, premièrement, il faut savoir que le Québec n'a pas compétence dans toutes les catégories. Là, si on parle entre autres des travailleurs étrangers temporaires, il y a deux programmes principaux, le programme travailleurs étrangers temporaires et le programme mobilité internationale qui, lui, est géré exclusivement par le fédéral. Donc, s'il y a des gens au Québec qui trouvent qu'il y a trop d'immigrants temporaires, ben, c'est peut-être parce que le Québec n'a pas compétence pour aller tous les sélectionner et s'assurer de leur présence. Donc, il y a des milliers, des dizaines de milliers même de travailleurs étrangers qui sont sur le territoire sans l'accord du Québec. Pour les étudiants étrangers, si on trouve qu'il y en a trop, ben, disons, il y a 3 étapes pour un permis d'études, une lettre d'admission de l'école, un certificat d'acceptation du Québec pour études provinciales et le permis d'études fédéral. Si le Québec trouve qu'il y en a trop, il peut contrôler son certificat d'acceptation du Québec. Demandeur d'asile, le Québec n'a aucune compétence, du moins. C'est une immigration qui est incontrôlée, incontrôlable, et où le Québec a très peu de pouvoir. Donc, c'est important de comprendre. Moi, je dis toujours, M. Robitaille, immigration temporaire, permanente, compétence du Canada, du Québec. Déjà, on a perdu tout l'auditoire. Oui, c'est ça, exactement. Mais je reviens à ma question simple. Est-ce qu'on en reçoit trop globalement de toutes ces catégories-là? Moi, je pense que le problème, c'est pas qu'on en reçoit trop, là. C'est le problème, c'est qu'il y a des goulots d'étranglement qui se forment, là. Exemple, il y a 122 000 dossiers et plus pour qui le Québec a dit oui. Donc, le Québec a donné un numéro de dossier, collecté un frais de traitement, donné un certificat de sélection du Québec, je parle de résidence permanente. Et les dossiers sortent pas en bout de ligne parce que le Québec, dans son plan d'immigration, dit au fédéral, traite-moi X 1000 dossiers par catégorie. Et exemple, le regroupement familial, donner l'exemple, hein, il y a 38 000 dossiers où le Québec a dit oui, mais le Québec dit au Canada, dans son plan d'immigration, finalise-moi 10 000 dossiers. Donc, ça prend 3 ans et demi. Et ça, il faut le comprendre. Vous savez peut-être, vous suivez l'actualité très bien. Donc, vous savez, j'ai envoyé des mises en demeure au gouvernement du Québec, du Canada au mois de décembre pour essayer de décongestionner les inventaires de dossiers. Et c'est ce bout-là qu'il faut comprendre. Moi, je suis dans la machine, M. Robitaille. Je me positionne pas sur l'escalier de trop. Si les entreprises ont besoin de travailleurs étrangers, il faut les écouter. Si les établissements d'enseignement veulent recruter des étudiants étrangers, il faut faire attention. Justin Trudeau l'a dit il y a 2 semaines à la Chambre de commerce. Il a dit les écoles, là, c'est bien beau les étudiants étrangers, mais assurez-vous de pouvoir les loger. Donc là, il y a un certain contrôle qui est fait au fédéral sur les étudiants étrangers. Mais c'est des réformes qui vont prendre un certain temps. C'est ça. Un peu trop tard, là. Et Guillaume Clich-Rivard, est-ce qu'on en reçoit trop? Ben écoutez, Québec solidaire le dit, puis ça fait quelques mois qu'on le dit, la capacité d'accueil eu égard au temporaire, on l'a dépassé. Maintenant, ça c'est dit, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Comment on règle la situation, puis comment on se sort de ce dossier-là, c'est la question qu'on met de l'avant. Puis nous, on met de l'avant un comité d'experts qui va nous aider à définir notre capacité d'accueil, parce que ça, c'est quelque chose qui existe. Combien de logements disponibles dans une région, combien de gens qu'on a besoin, par exemple, dans le réseau de la santé, quelles ressources on a en francisation. Ça, la science est capable de nous informer de ça. Et à partir de là, on va avoir un chiffre qu'un comité d'experts, des économistes, des démographes vont pouvoir nous répondre. Et à partir de là, on prendra des décisions politiques.
à savoir est-ce qu'on améliore notre capacité d'accueil, comment on investit pour la contrôler, comment on travaille. Mais avant d'avoir ce débat-là, ayons la base scientifique chiffrée pour qu'on puisse avancer sur des bases solides. Cet exercice-là, on ne l'a jamais fait pour les résidents temporaires. On a eu un débat sur les permanents. Il y a eu une planification pour les permanents. Et nous, on a demandé à la ministre Fréchette d'inclure les temporaires dans la planification précédente à l'automne. Ce fut un refus. Mais Et oui, là, aujourd'hui, pourquoi elle refuse, selon vous? Parce que ça me semble que ça serait logique. on a entendu une soixantaine, voire 70 groupes, des experts de toutes catégories confondues, pour s'entendre entre 60, 65, 70 000. Mais on a tout à fait passé à côté de la question puis du grand débat des temporaires. Moi, il faut lui demander pourquoi elle refuse. Je salue mon collègue Monsef Déragi au Parti libéral qui a déposé un projet de loi pour modifier la loi sur l'immigration pour que l'immigration temporaire fasse partie de la planification. Ben oui. Le gouvernement n'a jamais appelé ce projet de loi-là et c'est fin de non-recevoir, puis on nous dit non là, quand il y a des propositions à cet effet-là. Donc, le gouvernement Legault peut pas d'un côté dire que c'est que la faute du fédéral sans prendre ses responsabilités, puis d'un autre refuser qu'on débatte, puis qu'on s'établisse, puis qu'on ait un comité, puis qu'on ait une expertise sur la capacité d'accueil temporaire. Pour moi, on parle des deux côtés de la bouche. Là. Mais avant qu'on fasse la grande étude pour déterminer exactement notre capacité d'accueil par région, il y a quand même des scientifiques, pas des scientifiques, des économistes, par exemple, de la Banque nationale, Stéphane Marion, et il y avait un autre signataire là, qui ont dit que le Canada, en recevant trop d'immigrants, vivait le piège démographique. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de pression sur nos infrastructures. Vous, M. Clich-Rivard, vous trouvez est-ce que c'est une étude xénophobe? Non, moi, j'appelle pas d'étiquette à personne. Je pense que personne n'est xénophobe dans ce débat-là. Puis, je sais pas de la façon que j'ai l'intention de faire la politique. Je pense que, écoutez, il y a des économistes qui font des propositions, qui nous partagent des études, mais là, on a vu aussi que le Mouvement Desjardins a fait son étude pour laquelle les conclusions n'étaient pas tout à fait similaires à celles de la Banque nationale. Donc, il y a des débats à avoir. Évidemment, les économistes ne s'entendent pas sur toutes les questions. On s'y connaît, puis ça, c'est au-delà de l'immigration. Par contre, on peut avoir un consensus scientifique, je pense, qui pourrait nous établir des bases certaines et sereines. Ce que je veux dire, par contre, c'est que les chiffres du fédéral sont très, très loin de ce qu'on vise au Québec et de ce qu'on est en train de vivre au Québec. Par exemple, par rapport aux permanents, les 500 000 nouveaux résidents permanents annuels, si on faisait le prorata pour le Québec, ça voudrait dire 110 000 permanents annuellement au Québec. Il y a personne, aucun parti confondu là, qui dit 110 000 permanents au Québec. Personne. Tout le monde est dans une fourchette autour de 60-80 000, sauf le Parti québécois qui est à 35 voire 30 000. Mais le problème de ça, c'est que il y a des délais excessivement énormes qui vont se créer pour des gens à qui on a dit oui, pour des familles, notamment pour des époux et des épouses de Québécois et de Québécoises, qui se font dire très bien, là, mais tu viendras rejoindre ton époux dans 5 ans, dans 6 ans. Pour moi, les Québécois et les Québécoises n'accepteront pas ça, ne devraient pas accepter ça quand on fait la décision personnelle de se marier, quand on a des enfants qu'on veut faire venir de l'extérieur. Ça n'a pas de sens de leur dire oui, très bien, mais ta fille viendra ou ta conjointe viendra dans 5-6 ans. C'est pas ça le Québec. Le Québec est accueillant, est ouvert, puis la famille est au cœur des valeurs du Québec. Maxime Lapointe là-dessus? Ben moi, vous savez, premièrement, j'ai témoigné dans les consultations publiques au mois de septembre. J'ai présenté un mémoire. J'ai écrit un livre sur l'immigration qui s'appelle Pour une immigration plus transparente, qui fait un peu la chronique d'actualité depuis 2018. Hein. Les élections de 2018, les positions des partis, la CAQ est élue, on se fait élire en promettant de baisser l'immigration de 20%. Comment on s'y prend? On coupe à la sortie, on détruit 18 000 dossiers, on fait des réformes dans le programme Expérience québécoise. Là, on avance dans le récit, la COVID, une mesure fédérale. Bon. Et dans mon livre, il y a 12 recommandations. Là, ce que je comprends mal dans le débat actuellement à l'immigration, c'est qu'on est sur des positions arrêtées. Puis je pense qu'il faut arriver à trouver des consensus, disons, généraux. Et j'en ai quelques-uns pour vous, là, si vous me permettez, je vais vous faire la lecture. Le premier, c'est vidons les inventaires. Donc, on a des dossiers, comme je vous disais tout à l'heure, où le Québec a collecté des frais de traitement, a donné un numéro de dossier, a donné un numéro et une réponse de certificat de sélection du Québec. Donc, le Québec a dit oui. Et les dossiers sortent pas au fédéral. Il y a environ 122 000 dossiers et des poussières. Donc, est-ce qu'on peut vider les dossiers pour lesquels on a dit oui avant de se pencher sur un chiffre de 35 000 à 80 000? On a déjà dit oui dans une très grande proportion de ces dossiers-là. Donc, vidons ce qu'on a avant de prendre, parce que sinon, on va répéter l'erreur de la CAQ en 2018. Si on coupe l'immigration à 35 000 à la sortie, puis il y a 122 000 dossiers dans la machine, ça va prendre plus longtemps. Donc, vidons les inventaires. C'est fun que tous les partis politiques à l'unisson disent
on vide les inventaires avant de se positionner sur un seuil. Deuxièmement, si on trouve que le Québec n'a pas assez de pouvoir en matière d'immigration, comme on parlait pour les travailleurs étrangers temporaires, pour lesquels il y a une certaine partie où le Québec n'a aucun contrôle, ben, il faut rouvrir l'accord Canada-Québec. Donc, il faut que les 4 parties d'opposition disent à François Legault, l'article 33 de l'accord Canada-Québec permet de le rouvrir dans un délai de 6 mois. Donc, rouvrons l'accord Canada-Québec, revoyons le partage des compétences. Hier, au débat cette semaine, Paul Saint-Pierre Plamondon, quand il disait justement, on veut tous les pouvoirs, c'est facile de dire on veut tous les pouvoirs, mais comment les demander? Puis c'est quoi tous les pouvoirs pour vous? Est-ce que c'est des passeports, des visas, gérer des frontières, gérer une armée? Donc, c'est pas si simple que ça. Donc, on veut rouvrir l'accord Canada-Québec. Mais gérer les réfugiés, les demandeurs d'asile, est-ce que ça serait possible au Québec? Ben, Ou au niveau ça de la doit être une compétence, c'est politique? pas possible. Donc, il faut aller rouvrir l'accord Canada-Québec pour dire, dans l'accord, le Québec doit avoir une certaine proportion des réfugiés. D'exemple, pour les 40 000 réfugiés afghans, le Québec ne participe pas parce que le Québec s'est dit, ben là, nous, on participe déjà assez pour les réfugiés du chemin Roxham, puis à la frontière, puis maintenant aux aéroports, comme on voit dans les médias. Parenthèse là-dessus, aux aéroports, c'est pas vrai que c'est le buffet, là, les visas de visiteurs, des dossiers refusés, on en voit beaucoup au bureau. Là. Donc, c'est pas vrai que tout le monde est approuvé puis c'est rendu facile, qu'on a déloussé toutes les règles des visas de visiteurs, c'est pas vrai. Il faut recadrer un peu le débat. C'est là que moi, j'interviens comme praticien et moi, je dépose 30-40 dossiers par semaine dans toutes les catégories confondues. Je le sais où ça bloque. Donc, les 500 000 immigrants... Est-ce que c'était votre pratique, M. Clich-Rivard, aussi? Là? C'est le même genre de pratique que vous faisiez, que vous faites tous les deux, en droit? Maître Lapointe et moi, on fait tous les deux du droit de l'immigration, mais dans 2 volets un petit peu distincts. Maître Lapointe fait surtout du droit économique, des permis de travail, des permis d'études, évidemment d'autres dossiers, mais moi, je me spécialisais davantage en réunification familiale, en refuge, en dossier humanitaire, en dossier un petit peu plus de litige là, qui se rendent devant les tribunaux supérieurs en contestation. Donc oui, la base des pratiques sont similaires, mais les spécialités sont assez différentes. Est-ce qu'un avocat... Moi, je serais pas capable de faire je ferais pas la pratique de refuge, de tribunal. C'est pas ce que moi je fais. Moi, c'est très administratif. On demande un permis, on dépose une demande pour le compte d'un employeur. C'est vraiment de la conformité. Là. C'est pas des tribunaux. OK. Excusez, j'ai été dérangé par un appel à la tribune de la presse. Donc, c'est des pratiques très différentes. Mais ma question, c'est qui me venait tout à l'heure, c'est que quand on est avocat en matière d'immigration, est-ce que on veut pas nécessairement qu'il y ait toujours plus d'immigration? Est-ce que c'est pas notre business d'une certaine façon qu'il y ait beaucoup d'immigration, Monsieur Clich-Rivard? Ben, très franchement, avec les équipes qu'on a, on passe plus de temps à refuser des dossiers qu'en accepter. Là. Je vais être très clair là-dessus. Avec le nombre d'avocats qu'on est au Québec, même au Canada, probablement, on fournit pas la demande. Donc, moi, je dirais, pour avoir une réduction de l'immigration qui s'affecterait pas grand-chose, pour être très honnête, au point de vue de la pratique que je mène. Je pense que Maître Lapointe, c'est un peu la même chose. Donc, de toute façon, faut séparer les deux, l'homme politique et l'avocat en immigration. Je veux dire, moi, j'ai un mandat là, élu par le peuple du Québec, par les gens de Saint-Henri-Sainte-Anne. Moi, mon travail, c'est de représenter mes citoyens, mes citoyennes de Saint-Henri-Sainte-Anne. Bien évidemment, je suis porte-parole en matière d'immigration, mais au-delà de tout ça, moi, j'ai à traiter ou à prendre en compte la crise du logement de mes citoyens, mes citoyennes, la crise des services publics. Moi, je vais visiter mes écoles, moi, je vois ce qui se passe. Bref, mon travail et mon analyse dépasse de loin le simple cadre de l'immigration. Tout ça, c'est important que je le rappelle. Puis pour mes citoyens et citoyennes, mais auriez-vous une pratique, auriez-vous une pratique similaire maintenant que vous avez eu de l'expérience de député? Bon, elle est pas très ancienne, mais est-ce que ça a déjà changé votre point de vue sur l'immigration? C'est 2 dossiers qui sont complètement séparés. Quand on fait du travail de député, quand on a un mandat public, quand on défend nos citoyens et citoyennes, c'est ça notre travail. Quand on est avocat en droit de l'immigration, on représente notre client puis on défend notre client, c'est ça notre travail. Donc pour moi, le mandat, puis celui qui me confère le mandat, c'est les citoyens et citoyennes de Saint-Anne qui m'ont confié le mandat de les représenter. Puis quand je fais mon travail d'avocat, ce sont mes clients, les demandeurs d'asile ou autres que je représente qui m'ont donné un mandat. Donc pour moi, la question est complètement différente puis elle est séparée. Puis c'est important de tracer cette ligne-là. Je reviens sur le mot xénophobe parce que j'ai lu votre publication Facebook. J'ai lu aussi votre collègue Haroun Bouazi. On a quand même l'impression que vous trouvez que le Parti québécois est xénophobe parce que Bouazi, il dit carrément là que pour des raisons électoralistes, le PQ dit que les immigrants et immigrantes, les minorités sont le problème. Vous dites il faut
les politiciens tournent les coins ronds, tout ça. Est-ce que c'est... Pourquoi vous le dites pas clairement, dans le fond? Vous les trouvez xénophobes? Absolument pas. Puis Non? je veux dire, non, pas du tout. Puis j'entrerai jamais là-dedans. Puis moi, c'est jamais les mots que je vais accoler à personne. Puis je vous l'ai dit tantôt, puis je vous le redis. Il est pas du tout pour moi question de traiter des noms. Puis regarde, on va le dire très franchement, ils ne sont pas xénophobes. Point à la ligne. Moi, OK. j'ai pas d'autre chose à dire. J'ai pas de note de bas de page. On peut débattre de manière sereine. Moi, je pense que leurs politiques qui sont mises de l'avant sont inexactes et irresponsables, mais ils ne sont pas xénophobes. Point à la ligne. Et ça, j'ai aucun enjeu à le dire. Puis moi, je fais pas de politique pour traiter des noms. Ça fonctionne pas comme ça. Puis je trouve que c'est pas une bonne façon pour les Québécois et Québécoises. OK. Vous, M. Lapointe, votre impression, est-ce qu'il y a de la xénophobie dans le débat? Moi, j'en vois pas. C'est sûr qu'on est beaucoup sur des politiques plus identitaires. Là, au niveau du Parti québécois, je trouve peut-être on n'a pas un discours très pro-entreprise. Là. Tu sais, si les entreprises nous disent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il faut quand même les écouter. Là. Il y a des programmes pour ça. Là. Donc, dans le débat cette semaine, je trouvais que c'était quand même intéressant d'écouter Marc Tanguay, qu'on voit pas beaucoup de temps de parole, hein, évidemment, Parti libéral, mais là-dessus, je trouvais que parlait de Ils ont pénurie de beaucoup de temps main-d'œuvre. de parole, au contraire. Hey, ils Non, posent mais toutes ils clips pèsent qu'on même garde. pas 15% Je les dans prendrais, moi. l'électorat, puis ils posent toutes les questions. Voyons donc, ils ont beaucoup de temps de parole. Non, mais quand on regarde comme un tribun, un citoyen normal sur les réseaux sociaux, dans les médias, on voit pas beaucoup. Moi, honnêtement, Ah, je OK, connais pas Marc ouais, ça Tanguay. percole Je pas, voyais pas peut-être. beaucoup de phrases, mais quand j'écoutais, il parlait, exemple, de pénurie de main-d'œuvre, d'entreprise, de demander des visas pour les Mexicains. Je trouve que le niveau était quand même intéressant. Ouais, Donc, mais là, les entreprises, là, je sais, moi, par exemple, je connais des gens qui sont dans le domaine du fast-food. Ils me disent, ben, écoute, moi, j'ai besoin de monde, là. Donc, ils ont fait venir des travailleurs temporaires étrangers, d'ailleurs, qui ne parlent qu'anglais, mais ils sont à Québec, ils vont apprendre le français, sans doute, progressivement. Mais si on comble toujours les pénuries de main-d'œuvre comme ça, on réalise pas qu'il y a comme un coût social, c'est-à-dire sur les écoles, sur évidemment sur les hôpitaux, donc sur le logement. Est-ce que c'est pas ça qu'on a oublié en disant toujours on va faire venir des immigrants pour combler ces postes-là, Monsieur Lapointe? ouais, c'est sûr, mais de l'autre côté, c'est difficile de planifier le scénario inverse si on n'avait pas de travailleurs étrangers. C'est des fermetures d'entreprises qu'on aurait. Donc, exemple, une compagnie qui fait, exemple, des bacs de poubelles en métal de recyclage, qui les soude, ben, si elle n'a pas les soudeurs pour les faire, ben, elle ne pourra plus livrer son contrat. Si elle ne peut plus livrer son contrat, ben, son entreprise va fermer, puis ses fournisseurs aussi vont être affectés. Là, tu sais, parce que c'est facile de dire la pénurie de main-d'œuvre, ça n'a rien réglé. Parce qu'on ne sait pas si on n'avait pas embauché à l'international, combien d'entreprises on aurait fermé. On n'a pas le débat super clair là-dessus. Mais moi, je pense Ouais. qu'il faut quand même écouter les entreprises. Il y a combien d'RPA qui ont fermé dans le dernier mois, là? Et Oui, pas à c'est ça. cause, c'est pas à cause qu'il manque de clients, là. Hein. D'ailleurs, M. Clich-Rivard avait une phrase dans sa publication Facebook. Est-ce qu'on veut que les fraises restent dans les champs? Il y avait toute une série d'exemples. C'est ce que vous dites, vous, M. Clich-Rivard. Ouais, c'est un peu ça l'exemple, puis je ramène à la question, puis il va falloir qu'on réalise que ces gens-là sont venus avec des contrats de travail, puis donc occupent des emplois où ils ont démontré une pénurie de main-d'œuvre, puis je veux dire, je le salue, là, il y a une plus-value incroyable que l'immigration apporte, mais c'est vrai qu'il faut évaluer ça dans un contexte global et holistique où on peut pas faire fi de la capacité de logement, on peut pas faire fi de la capacité des services sociaux. Il faut C'est qu'on ça. évalue ça de manière raisonnable et globale. Puis c'est pas juste parce qu'il manque un employé dans telle entreprise qu'il faut dire oui nécessairement, sans tenir compte de la capacité de logement, sans tenir compte de la capacité des services sociaux. Je pense qu'il faut le faire de manière globale. C'est pour ça qu'arrivons à des constats, puis à des conclusions, en se disant probablement que dans le réseau de la santé, par exemple, je pense qu'on va s'entendre tous et toutes qu'il n'est pas question de réduire nos travailleurs dans le réseau de la santé. On en a besoin, ils font un travail exceptionnel. Si je pense aux préposés aux bénéficiaires pendant la COVID, par exemple, si on les avait pas eu, là, nos étrangers, je pense qu'on s'en serait on serait très mal partis. Ça aurait été mal été. Puis je donne le même exemple pour les travailleurs étrangers temporaires dans les champs l'été. Si on ne les faisait pas venir, il y aurait complètement des récoltes qui resteraient là. Donc c'est un vrai fait. Là. Cela dit, est-ce que c'est le cas pour chaque secteur? Est-ce que on doit pas planifier possiblement une réadaptation dans certains niveaux, dans certains secteurs? Est-ce qu'il y a des secteurs qui en valent la peine? Est-ce qu'il y a des c'est la secteurs qu'on discussion doit qu'il faut qu'on pas... aille. Ouais. C'est la discussion. Puis là, je suis pas en train de préjuger de personne, mais effectivement, est-ce que 3, 4, 5 temporaires dans un service à l'auto ou dans un restaurant
a la même valeur. Puis là, je veux pas juger du travail de personne. Tout le monde fait un travail excessivement intéressant et important. Puis tout le monde est venu sur une promesse d'embauche. Donc, mettons pas la faute non plus sur ces gens-là. Puis ces gens-là travaillent à la sueur de leur front. Mais est-ce qu'ils ont la même valeur? Puis quand on va prendre des décisions, pardon, ils ont la même valeur, mais est-ce que c'est la même chose qu'un travailleur de la santé? Je pense qu'il va falloir qu'on prenne nos décisions puis qu'on fasse des discussions franches et sereines à savoir comment on va gérer la situation. Parce que c'est facile de dire on réduit, pas mal moins facile d'identifier où, quand, comment, puis qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est la deuxième partie de la question. Mais moi, je veux qu'on parte ce débat-là avec des bases scientifiques, qu'on parte avec des vrais chiffres. Par secteur, il y a combien de personnes, dans quelle ville, quel travail ils font, qu'on puisse avancer comme ça avec des données probantes. Les chiffres sont impressionnants. Vraiment, c'est presque exponentiel. Là. C'est hallucinant. Pourtant, vous, M. Clich-Rivard, vous dites, vous donnez l'impression que ça n'a pas vraiment d'effet sur la crise du logement ou que il faut pas dire que c'est l'immigration qui est en partie la cause de la crise du logement. Je vous ai entendu parler d'Airbnb c'est peut-être Gabriel Nadeau-Dubois, mais Airbnb, là, c'est quoi? C'est 30 000 logements au Québec. Si on met 2 personnes par logement, 60 000, on est loin des 500 quelques mille travailleurs étrangers. Donc, c'est sûrement pas juste Airbnb la cause de la crise du logement. C'est l'immigration est une des crises, est une des causes, non? Il y a définitivement un poids de l'immigration. Il y a définitivement un rôle d'aggravation de la crise. Par contre, ce ne sont pas les immigrants qui ont causé et qui sont la cause principale de la crise du logement. Et la preuve de ça, c'est que la crise du logement, elle sévit à Montréal, mais elle sévit aussi à Rouen ou à Gaspé, là où il y a très, très peu d'immigration. Il y a un manque de financement complet du secteur public dans le logement social depuis des années. Il y a des taux d'intérêt qui ont augmenté, il y a de la difficulté à construire, il y a la pénurie de main-d'œuvre. Et oui, il y a l'immigration qui cause une pression sur la crise du logement. Mais d'identifier l'immigration comme la cause principale de la crise du logement, ça, c'est irresponsable, ça, c'est déraisonnable, et c'est ça que j'ai dénoncé avec preuve à l'appui. C'est pas une des causes principales? C'est pas une des causes principales quand même? C'est une cause. Actuellement, là, pas dans l'histoire. Ça aggrave. Moi, je vous parle du financement des 10 dernières années. Il y a certainement une pression, mais moi, je refuse qu'on accole la responsabilité des demandeurs d'asile puis de l'immigration à la crise du logement. Monsieur Legault disait ça aujourd'hui en Chambre. Gabriel Nadeau-Dubois répondait très bien que c'est pas les immigrants qui mettent dehors des aînés de leur logement. C'est pas eux qui haussent les loyers. C'est pas eux qui causent la crise du logement. Évidemment qu'il y a une pression, là. J'en suis complètement conscient. Quand on ajoute 200 000 personnes en 2 ans, c'est évident qu'il y a une énorme pression sur le parc locatif, mais c'est pas à eux de porter la seule responsabilité de la crise du logement. Je termine par une petite question, M. Clich-Rivard. Sur le français, pourquoi c'était absent de votre papier qui commençait par dire « Je vais vous donner la vérité sur l'immigration » Le français est excessivement important. Ça fait pas partie de la vérité? Non, j'étais peiné parce que c'est quand même un défi pour notre langue nationale, non? C'est une bataille fondamentale. C'est une bataille que je fais au quotidien. Puis la ministre de l'Immigration enligne les échecs. Francisation Québec est un échec patent. Moi, je pose des questions, j'envoie des courriels, on fait des suivis avec le ministère. Les gens appliquent et ne sont pas reçus. Les gens ne sont pas capables d'avoir de cours. Et ça, là, faut le dénoncer. Puis ça, c'est le bilan caquiste en francisation. La CAQ a centralisé avec Francisation Québec. Et là, la ministre nous apprend cette semaine qu'il va y avoir un projet pilote de décentralisation. C'était sincèrement n'importe quoi. Les gens auraient dû continuer à être francisés là où ils le sont. Puis on doit leur donner les services. Et les immigrants, les immigrantes, il faut leur donner la chance d'être francisés. Et là, quand ils sont des dizaines de milliers à frapper à la porte pour avoir des cours, on leur en donne pas. Ça, c'est le bilan caquiste. Ça, c'est la responsabilité caquiste. Je peux être certain que je vais continuer à marteler ce clou-là puis à frapper sur ce clou-là parce que c'est un scandale, c'est un échec caquiste. Très bien. Ben, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. Malheureusement, on aurait pu en discuter 3 heures de l'immigration. Merci, Maxime Lapointe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume Clich-Rivard. On en reparle bientôt. Quand vous voulez. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. On va s'entretenir maintenant avec 2 Myriam. 2 Myriam pour le prix d'un, c'est formidable. C'est un hasard, mais il n'y a pas tout à fait... Ils ont des choses en commun, les Myriam, c'est qu'elles veulent rendre l'histoire du Québec accessible. On commence par Myriam Darcy. Bonjour. Bonjour. Directrice générale de la Fondation Lionel Groulx, et Myriam Wojcik, historienne, animatrice et vulgarisatrice en histoire. Bonjour Myriam. Bonjour Antoine.
Donc, on va commencer par parler de 12 lois qui ont marqué le Québec. C'est une série de conférences qui vont se tenir là prochainement. Vous me direz quand exactement à la Grande Bibliothèque à Montréal. C'est en collaboration avec Cube Radio. Je savais même pas quand j'ai lancé les invitations, donc je trouve ça formidable. Donc, Myriam Wojcik, 12 lois qui ont marqué le Québec. Comment on a fait le choix de ces lois-là? Puis, quelles sont les principales là, dont vous pourriez nous parler? Ben d'abord, je dois dire que c'est un comité d'historiens qui a fait le choix. On a trouvé des lois qui ont été marquantes dans l'histoire du Québec. Et je veux spécifier une chose d'entrée de jeu. Fait que moi, je suis pas avocate. Je fais vraiment de la vulgarisation en histoire. Donc, c'est important pour moi, toutes les lois dont on va parler, c'est de raconter, je veux pas savoir alinéa 1, alinéa 2 de chacune des lois. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir vraiment les conditions sociopolitiques qui ont permis l'adoption des lois, savoir s'il y a eu des débats d'idées, de l'opposition, qu'est-ce qu'elles ont changé dans nos vies. Et Myriam Darcy pourra expliquer aussi quel est le lien vraiment avec l'histoire. Et je pense par exemple à des lois, prenons la loi de l'impôt provincial sur le revenu de 1954. Ça, c'est une loi. Sans cette loi-là, est-ce qu'on aurait pu avoir les réformes, les grandes réformes des années 60? Je ne pense pas. La Convention de la baie James et du Nord québécois de 1975, elle est archi importante parce que c'est une loi qui va transformer d'une certaine façon le rapport entre le gouvernement du Québec et certaines nations autochtones, dans ce cas-ci les Cris, les Inuits et plus tard les Naskapi. Et puis, le 6 février, la première loi dont il sera question lors de nos entretiens, moi, c'est une loi qui me tient vraiment à cœur. C'est une loi qui est méconnue et c'est la loi relative à la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intérêt historique ou artistique. Ça a été voté en 1922. Bref, c'est une loi sur le patrimoine. Et ça on se dit, patrimoine, on sait à quel point, même encore aujourd'hui, il y a des maisons à chaque mois, on lit les journaux, puis on voit qu'il y a des maisons qui sont démolies, etc., des maisons anciennes. C'est assez déprimant, ça. Oui. C'est assez déprimant. Ce gars-là, Athanas David, le secrétaire général de la province de Québec, en 1922, il trouve ça assez important pour la mémoire collective de se dire, ça vaut peut-être la peine que des bâtiments deviennent, qu'on les protège en fait. Et ça, c'était très avant-gardiste, même si à cette époque-là, leurs opposants, c'était ceux qui disaient que ils étaient pro-modernité, pro-progrès, et donc on devait démolir tout ce qui était ancien. Donc, et puis on aura la loi sur comment les ça va CPE. fonctionner? Comment ça va fonctionner? Vous allez recevoir quelqu'un qui va vous parler de cette loi-là? C'est un historien ou... Oui, alors dans ce cas-ci, ça va être Fernand Harvey, qui est un sociologue et historien qui a écrit un livre exceptionnel qui est sur les politiques culturelles de l'histoire du Québec. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien. On a des avocats, des fois, comme par exemple dans le cas de la Convention de la baie James et du Nord québécois, ça va être super intéressant. C'est James O'Reilly qui est l'avocat qui a représenté les Cris. Donc, lui, personnage, ça, oui. C'est un personnage que j'ai jamais rencontré encore, mais c'est quelqu'un, il paraît qu'il n'a pas la langue dans sa poche, et c'est quelqu'un qui va nous raconter les dessous de tout ça. Et puis la loi des CPE, il y aura la loi des CPE avec Pauline Marois. Pauline Marois qui va nous parler de ça pendant 1 heure, ça va être exceptionnel. Voilà. Myriam Darcy, parlez-nous de ce concept-là, des 12 lois, là, et son rapport avec l'histoire. Donc, des lois marquantes, mais aussi dans un contexte, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, pour la Fondation Lionel Groulx, c'est important d'offrir au public du contenu en histoire, de vulgariser l'histoire. Et ces lois-là, dans le fond, ce sont des lois qui ont structuré la société québécoise. Et puis, pour chaque sujet, pour chaque loi, on va faire toujours le contexte historique qui a mené à l'adoption de cette loi-là, puis les lois aussi qui ont pu en découler. Donc, par exemple, on va traiter la loi sur l'instruction publique de 1943. On va traiter, bien sûr, les lois qui s'inscrivent dans le sillage de celle-là, jusqu'à évidemment la réforme Parent et sans doute la suite. Donc, c'est ça. Chaque fois, ce sera le point de vue historique d'une loi pour vraiment comprendre le contexte dans lequel elles ont été adoptées. Puis c'est pas toujours des lois qui sont archi sympathiques, là. Je vois que le 4 mars 2025, c'est contrer la propagande communiste, la loi du cadenas. Oui, mais c'est pas sympathique.
Oui. Oui. C'est En fort même temps, sympathique. ça intéresse. Oui, c'est sympathique. Puis c'est des lois qui ont marqué notre imaginaire collectif aussi. La loi Ouais. du cadenas. Autant la loi du cadenas, elle est assez connue, hein, autant d'autres lois sont méconnues, mais ont eu une aussi grande importance, sinon même plus. Donc, évidemment, la loi 101, on ne pourra pas ne pas parler de loi 101 l'automne prochain. Donc, puis Qui la va loi parler sur de la loi du l'instruction, cadenas? Excusez-moi, je reste un peu collé là-dessus, mais... on ne le sait pas encore. Ah, OK. C'est ça. OK. Si vous avez des suggestions, allez-y. Ah, c'est Il faudra bon! nous inviter l'automne Oui. prochain pour vous présenter la cuvée des entretiens de l'automne. Oui. OK. Il y a loi sur l'assistance publique aussi. Ça, il y a des lois qui ont des titres plus, comment dire, plus banals que d'autres, là. Et qu'est-ce que c'est, celle-là? Ben en fait, c'est la première, sans rentrer dans les détails, je spécifier que cette loi-là, c'est la première loi sociale de toute OK. l'histoire du Québec. Et c'est quand même intéressant parce que ça permettait que l'internement, par exemple, des malades, des orphelins, soit payé en partie par le gouvernement du Québec, en partie par les municipalités, etc. Donc ça, c'était très innovateur d'une certaine façon parce que, ben, comme vous le savez, pendant longtemps, c'était les communautés religieuses qui investissaient l'argent. Et puis donc, Mais il y avait oui. cet enjeu-là. Puis c'est le gouvernement Taschereau. Le gouvernement Taschereau, là, c'était quelque chose. Cette période-là des années 20, il y a eu la loi sur les boissons alcooliques. Pleine prohibition. À l'époque, tout le monde, toute l'Amérique au complet étant... c'est l'époque de la prohibition. Puis nous, on se dit non seulement... Sauf les Gaulois. Sauf les Gaulois du Québec. On se dit non seulement il n'y aura plus de prohibition, mais en plus, il y aura monopole d'État avec la commission des liqueurs sur l'alcool. Imaginez-vous, là. Fait que c'est super intéressant. Et puis, cette loi sur le patrimoine, toutes ces lois-là ont été votées dans les années 1920. Fascinant, fascinant. Non, il y a tellement de lois. En tout cas, moi qui observe le processus législatif depuis 18 ans, c'est toujours fascinant comment se font les lois, puis parfois comment elles sont un peu précipitées. Est-ce que je sais pas si l'adoption précipitée, il y en a eu plusieurs là. Je pense juste, on vient de créer une agence de la santé ici. Je sais pas si dans 40 ans, on fera les 12 lois qui ont marqué le Québec et on mettra cette loi-là dedans, mais... Il faudra voir l'avis qu'elle aura puis à quel point elle structurera notre société. Parlons de nos géants. Après avoir parlé des lois géantes, vous avez une série que vous poursuivez, Myriam, les géants, donc les géants de notre histoire? Oui, Nos géants, en fait, Nos géants, c'est une série de capsules télé et web qui sont d'ailleurs présentées en version abrégée à Salut Bonjour à TVA et en format intégral sur les plateformes de la Fondation et pour les enseignants sur CEC, donc la plateforme CEC, avec du matériel pédagogique. Moi, j'ai vu celle sur René Lecavalier. Oui, qui est formidable. Formidable, oui. Oui. Donc, chaque capsule est présentée par une personnalité chouchou du public québécois qui a un lien d'intérêt avec le personnage historique. Donc, cette année, on a, c'est ça, Chantal Maccabé qui a présenté René Lecavalier. On va avoir Léane Labrèche d'Or qui va nous parler Chantal Maccabé qui travaille pour le Canadien de Montréal maintenant. Oui, maintenant, oui. Qui a été Qui journaliste inspiré. sportif. Oui, C'est ça? Oui, qui a été inspiré par René Lecavalier. On a Léane Labrèche d'Or qui nous présente Sol, Marc Favreau. Elle va faire du cabotinage à l'écran, là, ce sera bien intéressant. Biz qui nous présente Honoré Mercier. Régine Laurent qui nous présente Jacques Couture, qui est l'architecte de l'entente Colin Couture. Donc, c'est un ministre du gouvernement Lévesque, ça, Jacques Couture. Personnage fascinant, un ecclésiastique et aussi un ancien candidat à la mairie de Montréal. Tout à fait. Ah oui, puis c'est le côté le plus généreux du nationalisme québécois. Tout à fait, Hein? tout à fait. C'est intéressant parce que aussi, Jacques Oui, Couture, Myriam. c'est quelqu'un qui est important, mais c'est Wojcik. quelqu'un en même temps qui est pas, qui est pas très Pardon. connu du grand public. Ben Jacques non. Couture. Oui. Alors que d'autres personnes comme René Lecavalier, ben lui, évidemment, tout le monde le connaît. C'est intéressant, je trouve. Ben, tout le monde, mais pas dans les jeunes générations. C'est vrai, tout à fait. Ouais.
Mais Ouais. nous l'idée, c'est vraiment encore comme les lois, donc ça a été vraiment un critère de pertinence, là, puis sur le temps long. Donc, la Nouvelle-France, à aujourd'hui, là, ce sont ces critères-là qui ont permis de choisir les personnages. Puis, des fois, on a des personnages archi connus comme Félix Leclerc, qui sera représenté par Daniel Boucher. Des fois, des personnages bien moins connus comme les deux fondatrices du théâtre du Rideau Vert, qui ont été avant-gardistes à leur époque. Donc voilà, on aura Anne Hébert la semaine prochaine. Donc chaque capsule est diffusée à partir du lundi sur nos plateformes et à Salut Bonjour. Et pendant une semaine, là, elle est diffusée à la télé et puis on peut les retrouver là, sur le web. Mais donc, Et c'est utilisé par les professeurs? oui, tout à Oui? fait. Oui, tout à fait. Autant en francisation, donc avis aux enseignants en francisation, du matériel pédagogique est produit pour les enseignants en francisation, des activités pédagogiques, et aussi pour les enseignants en histoire, là, en secondaire 3 et 4. Ce sont des experts là, qui produisent le matériel pédagogique et révisé par des pairs aussi, donc du matériel là, de grande qualité qui se veut un complément au cours d'histoire puis au cours de francisation. Reparlons des 12 lois. Donc, c'est Myriam Vogic, c'est à la grande bibliothèque. Il y a un invité, ça dure quoi? Une heure. Une heure. Il y a Avec une période de questions après. 15 minutes. Donc, non, c'est un beau moment. Puis c'est un petit peu une démarche semblable, je dirais, aux grandes figures marquantes de notre histoire qui avaient animé pendant des années Éric Bédard. Mais là, on s'en va ailleurs. C'est autre chose. On commence quelque chose de nouveau. Puis je vous avoue que je me sens comme... je sens que j'ai un poids sur mes épaules parce oui, je suis fébrile. Je suis très excitée, honnêtement, là. Mais en même temps, j'ai un poids sur les épaules parce qu'Éric a fait un travail extraordinaire pendant toutes ces années-là. Et puis, ça sera ma touche à moi. Je ne pas faire du Éric Bédard. Ça sera pas du Myriam Bédard. Non, Myriam Bédard, c'est quelqu'un d'autre. Mais... Hey, mêlez-nous pas, il y a trop de Myriam. Non, c'est ça. Si je peux ajouter aussi... Ça commence quand? Ça commence quand, le 6 février. Les 12 lois? 6 février, mardi prochain, puis réservez vos places. L'engouement, là, on sent déjà beaucoup d'enthousiasme du public, donc il faut réserver sa place sur le site de BANQ, là, dans la section du calendrier, ou en écrivant à la Fondation, mais je vous conseille là, de réserver vos places. Puis ce sera chaque mois, donc la prochaine sera le 5 mars, puis chaque premier mardi du mois sera consacré à... Sauf le en mai avec Pauline Marois, ça va être le 15 mai. Oui, voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup, les Myriam. Merci beaucoup. Vous reviendrez me parler d'histoire à la haut sur la colline. Puis, si vous voulez que je vous parle des lois qui se passent ici, je suis toujours prêt. Je suis là. Moi, je fais partie des murs, presque. Il faut, parce que j'ai plus de bureau. Merci. Et ni de studio. Bye. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a 2 vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Mais bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On commence par le sujet du jour. En tout cas, on est jeudi, puis c'est le sujet du jour, le financement. De la semaine. Ouais, c'est ça, le financement des partis politiques. Il y a eu de nombreux articles sur le fait que à la Coalition Avenir Québec, on a sollicité finalement des 100 $ en disant c'est peut-être une belle occasion dans un cocktail de parler à un ministre. Et là, mon Dieu, je comprends pas, mais le premier ministre a dit ça se fera plus, puis même on va abandonner le financement populaire. Qu'en as-tu pensé, toi, sur le plan constitutionnel? Ça, c'est le moment où on enregistre, hein, on ne sait pas les rebondissements de demain. Mais oui, c'est clair qu'il y a une distinction entre renoncer au financement populaire et l'interdire. Que l'organisation qui s'appelle Coalition Avenir Québec, qui est un parti, qui n'est pas l'État, à la limite, la Charte canadienne s'y applique peut-être pas à une association qui est un parti politique. Si eux, ils décident de se passer du financement populaire ou financement privé, on ne sait plus comment le nommer, ça leur regarde. Ils sont pas obligés d'en faire. Mais le volet de l'annonce d'aujourd'hui qui voudrait interdire, donc modifier la loi, comme c'est souvent le cas, la Constitution va venir, disons, compliquer les choses. Pourquoi?
Parce que la liberté d'expression politique, c'est fondamental. Et si je veux exprimer des idées politiques dans la vie, il faut que je dépense de l'argent pour les promouvoir, hein, à moins de... et donc, c'est fondamental chez nous, c'est reconnu dans la jurisprudence, c'est-à-dire ici, dans notre Dominion, c'est reconnu, mais si on va aux États-Unis, c'est encore plus reconnu. Même la publicité électorale est considérée comme de la liberté, faisant partie de la liberté d'expression. C'est presque sans limite, hein? Aux États-Unis, la liberté d'expression en cette matière, elle est sacralisée. Puis c'est vrai qu'au Canada, il y a des arrêts comme la contestation de Robert Lippmann dans les années 90 ou celle de Stephen Harper avant qu'il devienne premier ministre. Il avait contesté la loi de Jean Chrétien sur la limitation du financement des partis politiques. À la fin de sa carrière, Jean Chrétien avait adopté une loi pour le fédéral qui ressemblait un peu à celle de René Lévesque. Et donc, depuis le début, depuis la grande loi sur le financement des partis politiques du Parti québécois à fin des années 70, on le sait qu'à chaque fois qu'on encadre, on limite la liberté d'expression. Puis les droits, c'est pas absolu. Il y a moyen de les encadrer, de les limiter au nom d'un objectif d'intérêt public. Et jusqu'à présent, la jurisprudence canadienne a été plutôt ouverte à la chose. Dans l'affaire Harper, dans l'affaire Lippmann et dans d'autres, on nous dit, écoutez, vous poursuivez un objectif valable, limitez l'influence de l'argent en politique. À travers ça, vous développez au fond, puis là, on voit que il y a du nationalisme canadien dans la jurisprudence de la Cour suprême. Elle parle d'un modèle de système électoral égalitaire, plus égalitaire qu'aux États-Unis. Comme si on veut bomber le torse puis dire, nous, on fait pas comme les Américains. Donc, la jurisprudence a été flexible jusqu'à présent. Sur le 100 $, parce qu'au Québec, on a baissé de 3 000 à 1 000 $, et ensuite, on l'a réduit à nouveau à 100 $. Ouais. Et ni le 1 000 $ de Jean-Marc Fournier, ni le 100 $ de Bernard Drinville, à l'époque ministre de Pauline Marois, ni un ni l'autre s'est rendu dans une contestation jusqu'en Cour suprême. Il y a eu un dossier sur le 100 $ en première instance, et ça n'a pas été porté en appel, et pour le moment, le 100 $ tient. J'espère qu'il va tenir, j'y crois, mais faut être conscient. Tu dis qu'il tient, qu'est-ce qui pourrait être, il pourrait être contesté, on pourrait dire 100 $, c'est pas assez pour respecter la liberté d'expression? L'atteinte à la liberté d'expression, elle est déjà reconnue, là. À 3000, on disait déjà qu'il y avait une atteinte. Mais, à chaque fois, on dit, l'atteinte poursuit un objectif raisonnable par des moyens proportionnés. Et donc, ça passe le test, c'est justifié. Puis ça, c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Et là, la question qui se pose, c'est que si, comme le suggère M. Legault, on interdit, est-ce qu'on va être encore capable de le justifier devant le tribunal, de dire, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre limiter puis interdire? Et moi, je pense que limiter, le Québec a toujours réussi à défendre ces lois qui limitaient, mais si on fait le pas qui consiste à interdire, alors là, il va falloir se présenter avec un bien meilleur argumentaire. C'est ce qu'a évoqué le premier ministre aujourd'hui, que ce soit interdit. Mais par exemple, quand on a réduit de 3 000 à 1 000 $, puis de 1 000 $ à 100 $, il a fallu raffiner un peu notre façon de défendre l'objectif de la loi. Au départ, l'objectif, c'est limiter l'influence de l'argent en politique. Peut-être qu'à 1 000 $, on a assez limité l'influence de l'argent politique. Pourquoi aller à 100 $? Alors là, il a fallu que l'État dise, oui, mais là, on a un nouvel objectif, on a un nouveau problème à régler, c'est celui des prête-noms. Ah oui. Puis à 100 $, ça vaut pas la peine de faire des prête-noms. Mais à 3 000, oui, parce que si j'ai 10 prête-noms, ça vaut le coup, j'ai une somme. Donc, on comprend qu'à chaque fois que l'État donne un tour de vis sur la liberté d'expression, au nom d'un objectif valable, il faut qu'il soit capable de définir son objectif devant le tribunal. Et donc là, en disant on interdit, là, on sait c'est quoi le moyen. Le moyen, c'est plus de financement populaire. Mais là, il faut être capable d'avoir un objectif à la hauteur du moyen choisi. Exemple, si l'objectif, ça reste limiter l'influence de l'argent en politique, on va dire, vous voulez limiter, vous n'avez pas besoin d'interdire. Un petit montant, ça limite l'influence sans l'exclure complètement. Alors, comment verbaliser un objectif à la hauteur de cela?
Et à la limite, si c'est juste parce que on a de la misère à développer une pratique exemplaire du financement, mais il y a des solutions de rechange. Moi, je dirais, on a de la misère à gérer les perceptions chez les caquistes. Ouais. Et là-dessus, on est dans une semaine un peu bizarre où tout le monde a respecté la loi. Oui, il y a eu des maladresses, une médiocrité éthique, peut-être une façon de formuler, d'écrire des courriels, de présenter les choses qui est maladroite. Mais il y a pas il y a rien d'illégal et donc à la limite, il y a peut-être moyen de développer de meilleures pratiques. Mais avant de limiter une liberté fondamentale, il faut avoir un objectif à la hauteur de cela. Je dis pas qu'ils le trouveront pas. Puis moi, je suis de ceux qui pensent qu'en matière de charte, il faut reconnaître à l'État une capacité d'arriver avec des objectifs d'intérêt public. C'est juste que là, je le vois pas aujourd'hui. Ouais. Je suis pas capable de définir un objectif à la hauteur de ce qu'on s'apprête à interdire. Deuxième sujet, la culture. Tu as participé à quand même une réflexion importante avec d'autres signataires. Là, je pense à Clément Duhem qui a été directeur, c'est-à-dire délégué général à Québec, Paris, entre autres. Et premier fonctionnaire de l'OIF pendant des années. Et de l'OIF, tu as raison. Et donc, vous avez réfléchi à la découvrabilité des contenus culturels. Donc, c'est toute c'est le défi, finalement, de trouver les œuvres québécoises dans les nouvelles plateformes numériques. Alors, on sait que elles n'ont pas beaucoup de place, nos œuvres là sur Netflix, sur Spotify, sur toutes ces plateformes dont se sert beaucoup notre jeunesse. Antoine, les chiffres de consommation là, surtout dans la musique, mais aussi le cinéma, la télévision, sont dramatiques. Et la tendance s'accélère. Il y a en plus une dynamique générationnelle, il y a la technologie qui renforce tout cela, et on peut pas consommer ce qu'on nous propose pas. Ouais. C'est sûr que quand on veut très fort, on a des collections, je pense à des collections comme Éléphant, là, c'est un trésor, on peut trouver des choses extraordinaires. Mais souvent, l'être humain va choisir parmi ce qu'on lui propose. Ouais. Et donc, l'action qui consiste à recommander des habitudes, des suggestions pour écouter ou visionner, c'est très important dans le monde numérique d'aujourd'hui. Les bibliothèques, les catalogues sont immenses, mais l'algorithme qui nous permet de découvrir devient un enjeu central. C'est ça. La place, de la culture d'ici, mais plus généralement, puis ça c'est le choix que le rapport a fait, de la culture qui se pense, qui se crée de façon originale dans la langue française, donc la culture aussi d'ailleurs, mais qui est conçue en langue originale française. Ça, c'est important pour la diversité des expressions culturelles, puis notre capacité de notre culture à trouver une place là, ici et dans le monde. C'est un mandat qui avait été accordé par le gouvernement. Oui, c'est le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui nous a mandaté pour cette réflexion, avec l'ancienne ministre Louise Beaudoin, le diplomate Clément Duhem, ma collègue Véronique Guevremont, spécialisée en droit international dans le domaine culturel, dans le domaine de l'UNESCO, et notre accessoirement constitutionnaliste de l'Université Laval, pour évidemment toutes les questions de partage des compétences. Un vrai sage, hein? Oui, c'est ça. Donc, pour les questions fédérales, provinciales, puisque le Québec, en matière de souveraineté culturelle, il aspire depuis longtemps à avoir plus d'autonomie sur le plan culturel, mais il n'a pas la complète maîtrise de ces questions-là. Notre compétence doit coexister avec celle d'Ottawa. Donc, grosso modo, le rapport... Mais attends, j'étais vraiment impressionné de voir le mot de Robert Bourassa revenir, le terme souveraineté culturelle. Bien sûr, c'est l'expression, elle est encore plus pertinente qu'à l'époque de Robert Bourassa. Ah oui. Parce que ce qui était avant un combat juste pour le Québec dans le Canada,
c'est devenu le combat, au fond, de toutes les petites nations, de toutes les nations fragiles, et même de grandes nations dont la culture se fragilise aussi face à ce rouleau compresseur là, des plateformes numériques. Et donc, le combat pour la souveraineté culturelle, ben c'est aussi le combat de plein de pays européens, puis c'est le combat du Canada aussi. Mais ça restera aussi toujours une question existentielle pour le Québec dans notre appartenance au fédéralisme canadien. Ben, on appartient à une fédération parce que sur les questions de langue et de culture, nous sommes le principal, le meilleur juge de l'avenir et de l'état de notre langue et de notre culture. Et donc, on a cherché à situer le rapport dans une logique transpartisane, puis on a fait l'historique du dossier de la souveraineté culturelle, au fond, du Québec dans le Canada. Parce qu'à terme, soyons réalistes, sur des questions de plateforme, s'attaquer à des géants comme Netflix, Amazon, etc., on fait pas ça n'importe comment. Ben non. Et le Québec, à l'échelle de l'humanité, peut faire quelque chose et doit faire quelque chose. On a des compétences, on doit montrer l'exemple. Mais si on agit dans le désordre de manière dispersée tout seul, ça aura probablement pas un très, très grand succès. Hey, mais donc, il nous reste pas beaucoup de temps et je voulais souligner une affaire qui m'a surpris parce que tu critiques souvent la multiplication des droits fondamentaux. Puis, ce rapport propose justement une espèce de nouveau droit à la découvrabilité de la culture québécoise. Oui, on propose même d'amender la Charte québécoise. Ben oui. Puis il y a plusieurs raisons qui vont dans cette direction-là. D'abord parce que c'est un fil conducteur. Si on veut agir sur la scène internationale, c'est parce qu'il y a une logique de droit culturel à l'international qui s'inscrit dans cette logique-là. Puis après ça, ben, sur le plan du droit interne, ben, Ottawa, lui, il régule des signaux, des infrastructures, des antennes, des infrastructures de télécommunication. Au fond, depuis toujours, Ottawa a une compétence très solide sur les tuyaux de la culture. Mais nous, on a une compétence sur le contenu, les bibliothèques, les librairies, les clubs vidéo, mais aussi une compétence sur tout le droit commun. Puis la définition des droits fondamentaux, c'est une façon d'asseoir la compétence du Québec qui est aussi adaptée à notre époque. Parce que les plateformes, là, on va pas légiférer sur le Minitel, Antoine, là. Non. C'est-à-dire, on va pas légiférer sur des moments technologiques. Il nous faut une loi qui va durer dans le temps. Donc, poser un objectif, une garantie, un droit fondamental, dire on ne peut pas déraisonnablement bloquer l'accès à une diversité de contenus culturels. Ouais. C'est donner un droit, oui, c'est d'y aller avec une logique de droits fondamentaux, mais une logique qui est souple, adaptable, qui s'évalue au cas par cas. Donc, oui, on tombe dans le piège de multiplier les droits fondamentaux, mais c'est la logique de notre époque, d'une évolution technologique qui fait en sorte que si c'est un droit, une garantie fixée comme un objectif, ça laisse à l'État et aux entreprises ensuite une certaine marge de manœuvre sur le choix des moyens pour atteindre cet objectif-là. Fait que les droits fondamentaux ont cet avantage-là. Puis ça permet au Québec, par rapport à sa charte, qui a toujours été dans le texte du moins différente de celle de la charte canadienne, malheureusement trop souvent interprétée de la même manière que la charte canadienne, mais ça permet d'accentuer que cette charte-là, c'est notre modèle à nous, et nous, on tient à y mettre des droits culturels, tout comme on y a mis le droit de vivre en français à l'article 3.1, à la suite de la nouvelle charte de la langue française. Ben, merci beaucoup, cher Patrick. C'est moi qui te remercie. Tu es notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, puis je pourrais ajouter aussi sage. Oui, en effet. Sur plusieurs sujets. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.